Cette phrase, prononcée sans emphase par Ibrahim Traoré, condense une révolution tranquille, celle d'un président qui lit ses propres dossiers, porte sa mallette et négocie sans escorte. Dans un continent où la dépendance a longtemps été la norme, ce refus d'apparat devient un manifeste de souveraineté. Mais que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant africain choisit de courir seul, non pas par orgueil, mais parce que le feu de la maison nationale brûle déjà sous ses pieds? Ce récit n'est pas une simple comparaison entre deux dirigeants africains, c'est une promesse de comprendre comment la souveraineté se mesure, non dans les discours, mais dans les résultats tangibles. D'un côté, Ibrahim Traoré au Burkina Faso choisit la voie intérieure, transformer l'aide étrangère en crédit local, mobiliser les coopératives et prouver que la dignité peut financer elle-même sa survie. De l'autre, le Botswana convoque un consortium international de plusieurs milliards pour rallumer ses centrales et redevenir exportateur d'énergie. Leur enjeu commun, arrêter l'hémorragie. 3 milliards de dollars s'envolent chaque année pour le Botswana, tandis que le Burkina Faso perdait des décennies en dépendance. L'un récupère la lumière, l'autre cultive la terre. Mais au cœur de cette opposition apparente se joue une même question. Qu'est-ce qu'un leadership capable de livrer sous pression et à quel prix? L'histoire qui suit tente d'y répondre, chiffres à l'appui. Dès la 3e minute d'un discours devenu viral, un chiffre surgit. 3 milliards de dollars. C'est la somme que le Botswana dépense chaque année pour importer son électricité d'Afrique du Sud. Une hémorragie d'énergie et de capital que son président promet de stopper avant 2027, date d'expiration de la centrale Morupul A. À 1000 km de là, Ibrahim Traoré observe une autre raja, autre hémorragie. Être hémorragie. Celle d'une souveraineté vidée par des décennies d'aide conditionnée. La révélation est simple, 2 nations, 2 crises, mais un même incendie à éteindre. Sous la direction du Botswana, le pari est industriel. Créer un consortium d'entreprises capable de générer 760 MW et d'économiser 75 millions de dollars en subventions annuelles. Leur plan, transformer une dépendance énergétique en excédent exportable. Mais pour Traoré, la solution est inverse. Plutôt que d'attendre les investisseurs étrangers, il puise dans les 2,4 milliards de dollars de aide pour créer un moteur de crédit agricole national. 1 million de familles reçoivent en moyenne 2400 dollars chacune. Non en subvention, mais en prêt productif. Chaque remboursement alimente la saison suivante, créant une boucle vertueuse d'autofinancement. C'est là que le récit bascule. 2 présidents, 2 temporalités, mais une même urgence, livrer des résultats avant que la maison ne s'effondre. Et cette tension entre le capital mondial et le capital du peuple devient le fil conducteur d'une Afrique qui redécouvre sa propre vitesse. Car le feu ne brûle pas seulement les circuits électriques, il brûle aussi les illusions d'attente. Dans le récit de cette double transformation, 2 figures se dressent comme des miroirs inversés. Le président du Botswana, méthodique, diplomate, ingénieur du capital étranger, et Ibrahim Traoré, chef soldat devenu architecte du crédit local. L'un voyage léger, porte ses dossiers, signe ses accords, l'autre marche au milieu des coopératives, serre des mains couvertes de terre. Leur point commun, une discipline implacable et une conscience aiguë du temps qui brûle. Sous Traoré, chaque forage, chaque prêt, chaque pompe solaire est enregistré, tracé, affiché publiquement. Il ne s'agit plus d'attendre l'approbation de Paris ni les inspections de Bruxelles. L'État garantit 70% du crédit, la diaspora en assure 20%, et les fournisseurs locaux participent pour 10%. Un écosystème fermé sur lui-même, autonome et traçable. Cette rigueur attire d'abord la méfiance, puis l'admiration. Les taux de remboursement atteignent 92% dans les districts pilotes. Le modèle prouve qu'une souveraineté budgétaire n'est pas une utopie, mais une mécanique. Pour le Botswana, le moteur de transformation est différent, mais tout aussi pressant. Chaque jour d'inaction coûte 8 millions de dollars en importation. Leur président le répète, quand ta maison brûle, tu cours à une vitesse vertigineuse. C'est cette même vitesse qu'Ibrahim Traoré impose à ses coopératives, la vitesse du devoir, pas celle du spectacle. Tout commence par une urgence. La centrale Morupul arrive en fin de vie, et la baie n'a jamais fonctionné de manière optimale.
Le Botswana importe 3 milliards de dollars d'électricité chaque année. Les industries ralentissent, les mines s'arrêtent, la production chute. Le président réunit alors un consortium de 150 milliards de dollars d'actifs pour inverser la courbe. Il évalue, trie, signe. Pas de promesses vagues. Un calendrier, 3 ans pour transformer. La première année, les travaux de modernisation des lignes de transmission débutent. Objectif, 760 MW exportables vers la Zambie et l'Afrique du Sud. À chaque réunion, il répète la même phrase. Quand ta maison brûle, tu cours à une vitesse vertigineuse. Son visage s'affine, ses discours se raccourcissent, il ne parle plus de stratégie mais de délai. Les députés l'avertissent, trop de pression, trop de nuits blanches, il répond « Je veux cette pression ». Parce que la transformation ne se décrète pas, elle se prouve. Pendant ce temps, à 3000 km, Ibrahim Traoré trace une trajectoire parallèle. Même urgence, autre flamme. Son pays ne manque pas d'électricité, mais de crédit. Il détourne 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère pour créer une facilité de financement gérée localement. Chaque coopérative devient une petite banque, chaque agriculteur un acteur du redressement. Les prêts sont garantis par les récoltes, les remboursements affichés publiquement. Dans les villages, le mot « aide » disparaît. On parle de propriété. Les résultats tombent plus vite que prévu. 200 000 familles déjà financées. La première saison, 30 à 50% d'augmentation des rendements, 200 millions de dollars d'importations alimentaires économisées. Là où le Botswana compte en mégawatts, le Burkina Faso compte en tonnes de mil et de maïs. Deux mesures, un même objectif. Garder la richesse à l'intérieur des frontières. Ces deux trajectoires, opposées en apparence, sont synchrones dans leur logique. Réduire la dépendance, renforcer la capacité, livrer dans un délai impensable. L'un s'appuie sur les multinationales, l'autre sur 1 million de paysans. Mais les deux partagent la même obsession. Agir avant que la flamme ne consume la maison entière. Et c'est ici que commence la partie invisible de l'histoire, celle où la souveraineté se mesure à la vitesse du travail. Les chiffres, parfois, parlent plus fort que les discours. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré ne cite pas des slogans, il montre des données. Sur les 2,4 milliards de dollars convertis en moteurs de crédit, 81% sont recyclés chaque année grâce au remboursement. Cela signifie qu'un même dollar finance jusqu'à 5 saisons agricoles successives. Le taux de remboursement atteint 92%, un record pour un système sans garantie étrangère. La croissance moyenne des rendements agricoles se situe entre 30 et 50%, tandis que les importations alimentaires chutent de 200 millions de dollars par an. Chaque chiffre est un acte de souveraineté. Il prouve que l'aide peut devenir investissement, que la dépendance peut se transformer en moteur. Mais au Botswana, les chiffres suivent une autre logique. Le projet énergétique, une fois abouti, permettra d'économiser 3 milliards de dollars d'importation et 75 millions de subventions annuelles. En contrepartie, le pays gagnera une capacité d'exportation nette de 760 MW, un levier économique pour les industries minières et métallurgiques. Le calendrier est serré, 2 ans pour livrer, moderniser et prouver que l'Afrique peut bâtir une autonomie énergétique. Ces indicateurs traduisent un même principe. La souveraineté n'est pas un rêve, mais une équation. L'algèbre du leadership africain repose ici sur une relation simple. Vitesse X, discipline et crédibilité. Au Burkina Faso, la discipline est communautaire. Les coopératives se surveillent, les remboursements sont publics. Au Botswana, elle est institutionnelle. Les investisseurs évaluent, les délais punissent. Dans les deux cas, le contrôle remplace la complaisance. Chaque nation, en suivant sa propre métrique, fabrique un modèle alternatif à la dépendance. Ces résultats, encore partiels, marquent un tournant. En moins de 4 ans, le Burkina Faso a prouvé qu'une économie agricole pouvait devenir un système de crédit circulant. En 3 ans, le Botswana vise une autosuffisance énergétique capable d'alimenter ses voisins. 2 vitesses, 2 horizons, un seul objectif, que les richesses africaines cessent de s'envoler. Et quand Ibrahim Traoré répète que le meilleur argent est celui que vous avez déjà entre vos mains, il ne parle plus d'un idéal moral, mais d'une loi économique prouvée par les chiffres.
Le débat des sous-Esther est souvent présenté comme binaire, ouverture au capital étranger contre autosuffisance nationale. Mais réduire l'opposition entre le Botswana et le Burkina Faso, à ce schéma, serait ignorer la complexité des réalités africaines. Les partisans du modèle botswanais affirment que sans consortium puissant, aucune nation ne peut moderniser son réseau énergétique en 2 ans. Ils évoquent la rigueur des marchés, la transparence imposée par les investisseurs et la rapidité d'exécution que seul le capital mondial peut garantir. Les infrastructures lourdes, disent-ils, ne se construisent pas à coup de coopératives. Le camp burkinabé répond avec des faits. 200 000 familles est financé en 1 an. Des rendements agricoles en hausse de 30 à 50%. Un taux de remboursement de 92% sans un seul dollar d'aide extérieure supplémentaire. Ils soutiennent que la véritable rigueur naît de la responsabilité partagée, non des conseils d'administration. Là où le Botswana rendait compte à ses investisseurs, Ibrahim Traoré rendait compte à ses paysans. La force du modèle botswanais réside dans sa projection à long terme. Exportation d'énergie, réduction structurelle du déficit, intégration régionale. Celle du Burkina Faso tient à sa reproductibilité. Chaque coopérative peut devenir un microsystème autonome. 2 voies, 2 vitesses, 2 pressions. Mais les deux démontrent une vérité commune. La souveraineté n'est pas une posture idéologique, c'est une équation de performance. L'Afrique n'a pas besoin de choisir entre consortium et coopérative. Elle doit apprendre à utiliser les deux selon la nature du feu qu'elle affronte. Un seul feu, 2 vitesses. C'est la phrase qu'Ibrahim Traoré prononce au milieu de son allocution lorsque les premiers chiffres confirment le succès du modèle agricole. À cet instant, le parallèle devient limpide, le Botswana combat l'obscurité, le Burkina Faso combat la dépendance. 2 urgences, 2 pressions, une même détermination. Sous Traoré, chaque prêt devient un acte politique. Rembourser, c'est prouver qu'un paysan vaut un investisseur. Chaque signature biométrique, chaque récolte livrée renverse une hiérarchie vieille de plusieurs siècles. Pendant que le Botswana aligne ses mégawatts, le Burkina Faso aligne ses familles. Une armée invisible de créditeurs de la souveraineté. Leur succès ne se mesure pas en kilowatts, mais en confiance restaurée. Et lorsque les premiers bilans montrent 85% de capital recyclé, le monde comprend. Le modèle fonctionne, non par miracle, mais par méthode. C'est ici que commence la seconde moitié du récit, celle où la preuve remplace la promesse. Les conséquences concrètes des 2 modèles se font déjà sentir, chacune dans 4 sphères distinctes, nationale, économique, sociale et régionale. À ce niveau, au Botswana, la perspective d'économiser 3 milliards de dollars par an bouleverse la planification budgétaire. Les ministères réorientent les dépenses vers la santé et l'éducation. La dépendance énergétique, autrefois un gouffre financier, devient une source de revenus potentiels grâce aux 760 MW exportables. Au Burkina Faso, la dynamique est tout aussi profonde. L'État retrouve sa légitimité, non pas en distribuant des aides, mais en orchestrant la confiance. Les institutions locales gèrent elles-mêmes le capital, une rupture historique avec les chaînes de tutelle extérieures. À ce niveau, les coopératives agricoles créent 200 000 emplois saisonniers et stimulent la mécanisation rurale. Les importations alimentaires diminuent de 200 millions de dollars, tandis que la production nationale augmente de 40%. Au Botswana, les entreprises minières anticipent une réduction de 15% des coûts énergétiques d'ici la 3e année, attirant de nouveaux investisseurs régionaux. 2 modèles, 2 effets multiplicateurs, mais une même finalité, retenir la richesse. À ce niveau, au Burkina Faso, les bénéficiaires ne sont plus des assistés, mais des partenaires. Les remboursements publics créent un nouveau langage. La responsabilité devient collective. Les communautés célèbrent chaque paiement comme une victoire civique. Au Botswana, le symbole est inverse, mais complémentaire. Un président sans cortège, un leadership dépouillé de prestige, rappelant que la transformation exige la sobriété du pouvoir. À ce niveau, les effets dépassent les frontières. Les voisins du Botswana se préparent à importer son énergie propre. Les pays du Sahel observent l'expérience burkinabé pour concevoir leur propre banque agricole. L'un exporte la lumière, l'autre exporte une méthode.
Ensemble, ils esquissent une nouvelle carte de l'autonomie africaine, fondée sur la pluralité des chemins. Quand Ibrahim Traoré affirme que le meilleur argent est celui que vous avez déjà dans vos mains, il ne parle plus d'un proverbe. Il définit une politique continentale. L'avenir proche des deux modèles se dessine selon 3 trajectoires plausibles, base optimiste et critique. Dans cette phase de consolidation, au Botswana, les lignes de transmission sont modernisées dans les délais. Les 760 MW deviennent réalité, mais les exportations démarrent lentement. Le gouvernement enregistre les premiers excédents budgétaires sans encore réformer en profondeur la gouvernance du secteur. Au Burkina Faso, le système de crédit atteint 1,5 million de familles. Les remboursements se stabilisent autour de 90%. La souveraineté agricole s'installe, mais les infrastructures logistiques peinent à suivre le rythme des récoltes. Dans cette phase de diffusion, les deux pays deviennent modèles. Le Botswana attire de nouveaux investisseurs, tandis que le Burkina Faso inspire des projets de financement communautaire au Mali et au Niger. Les courbes s'inversent. D'un côté, les importations énergétiques chutent à zéro, de l'autre, les importations alimentaires deviennent marginales. Dans ce scénario, l'Afrique ne dépend plus d'un seul type de capital. Elle crée un écosystème à double flux, consortium et coopérative. Dans cette phase de fatigue, si les délais botswanais dérapent, la confiance des investisseurs pourrait s'éroder. Si les remboursements burkinabés baissent sous 80%, la viabilité du modèle pourrait être remise en cause. La pression dans les deux cas deviendrait un test de gouvernance. Mais même dans cette hypothèse, les fondations demeurent discipline, transparence et mesure des résultats. Ces 3 chemins ne s'excluent pas, ils s'alternent. L'enjeu n'est pas de savoir lequel triomphera, mais comment chaque pays saura ajuster son tempo. Car comme le répète Ibrahim Traoré, courir seul n'est pas fuir, c'est livrer avant qu'il ne soit trop tard. Au-delà des chiffres et des échéances, ce récit touche une corde intime, celle de la responsabilité individuelle. Chaque spectateur, en observant Ibrahim Traoré ou son homologue du Botswana, retrouve un écho personnel, celui du devoir face à l'urgence. Quand l'un lit ces documents seul et que l'autre confie le crédit à des paysans, il rappelle la même leçon. La transformation commence toujours par la confiance en soi. Pour les citoyens africains, le message est clair. L'autonomie n'est pas un slogan politique, c'est une pratique quotidienne. Lire, comprendre, décider, livrer. Pour les membres de la diaspora, il résonne comme un appel discret. Investir, non pour revenir, mais pour relier. Et pour ceux qui observent de loin, l'histoire devient une invitation à reconsidérer les récits d'Afrique, non plus comme une succession d'aides reçues, mais comme une succession de solutions inventées. Ce moment appartient à ceux qui agissent, il appartient aux ingénieurs qui modernisent les réseaux botswanais, aux coopératives burkinabées qui tiennent leurs promesses, aux jeunes qui voient dans la discipline une forme de liberté. L'Afrique ici n'est pas décrite, elle se décrit elle-même. Et chaque spectateur, en écoutant ces voix, devient partie prenante de la transformation. Pour transformer ces visions en structures durables, les deux nations suivent des feuilles de route précises. D'abord, la traçabilité. Au Burkina Faso, chaque prêt est lié à une empreinte biométrique, chaque remboursement enregistré dans un tableau de bord public. Au Botswana, chaque mégawatt produit est indexé sur un registre énergétique consultable. La transparence devient une infrastructure en soi. Ensuite, la réplication. Les districts burkinabés les plus performants servent de modèle pour les régions voisines. Le Botswana partage ses protocoles d'évaluation avec d'autres pays d'Afrique australe. Les deux programmes forment un écosystème d'apprentissage mutuel, puis de la transmission. Les gouvernements investissent dans la formation, techniciens, agronomes, data analystes. Les écoles rurales deviennent des incubateurs de compétences. La souveraineté cesse d'être un objectif, elle devient une filière. Enfin, la mesure. Des indicateurs trimestriels remplacent les promesses politiques. Croissance des rendements, économie d'importation, taux de remboursement, production exportable, tout est quantifié. Et Ibrahim Traoré le répète, ce qui ne se mesure pas se perd. Ces étapes forment un cadre, pas une exception.
un plan d'action que chaque nation africaine peut adapter selon ses ressources, car la souveraineté dans sa forme la plus concrète est un calendrier de résultats. Au crépuscule de cette histoire, l'image demeure, celle d'un homme seul avec sa mallette, et d'un peuple debout avec ses outils. 2 scènes, 2 symboles, un même souffle. Ibrahim Traoré, penché sur des rapports agricoles, incarne le courage silencieux d'une Afrique qui décide enfin d'elle-même. Son geste rappelle celui du président botswanais lisant ses propres dossiers. La souveraineté ne se proclame pas, elle se lit, se signe, se travaille. Les 2 dirigeants ont choisi la pression plutôt que la pause. L'un sous la lumière blanche des centrales électriques, l'autre sous le soleil rouge des champs de mil. Tous 2 ont couru à une vitesse vertigineuse, parce qu'ils savaient que la maison brûlait. Et dans cette course, ils ont prouvé que la dignité ne réside pas dans les mots, mais dans la livraison. Quand l'Afrique se regarde dans ce double miroir, elle ne voit plus la dépendance. Elle voit 2 routes qui se rejoignent, celle de la puissance et celle du pain. Cette histoire n'est pas un épilogue, c'est une invitation. Si elle vous a touché, si le parcours d'Ibrahim Traoré et du président botswanais a éveillé en vous une idée de ce que pourrait être un leadership africain exigeant, alors partagez-la. L'Afrique n'a pas besoin d'un seul modèle, mais d'une multitude de voix capables d'allumer à la fois les centrales et les champs. Commentez votre réflexion, dites-nous d'où vous regardez, quel feu votre communauté tente d'éteindre. Manque d'énergie, manque de confiance, manque de ressources. Chaque témoignage devient une pièce de cette carte du renouveau. En s'abonnant, en écrivant, en débattant, vous participez à la construction d'un récit où la souveraineté se conjugue au pluriel. Parce qu'au fond, le leadership c'est cela, savoir quand marcher seul et quand tendre la main. Et aujourd'hui, c'est à vous que cette main est tendue.